Bonjour à tous. Très chers étudiants, que vous soyez ici à Paris ou sur nos campus qui sont, je crois, connectés. Permettez-moi de commencer peut-être par un petit mot en anglais, même si je vais faire aujourd'hui ce discours plutôt en français. I just wanted to say to our students, English-speaking students on campuses, that today I will address the student body in French, but obviously when I'll be touring the campuses, which will happen very soon, our interactions will happen in English. I hope today translation works. We've done our maximum to make sure that everyone gets the message of today. Ce matin, vous faites vos premiers pas, chers étudiants, à Sciences Po, dans une communauté extrêmement riche et diverse. Des étudiants venus de tous les continents, des enseignants qui comptent parmi les meilleurs dans leur discipline dans le monde, issus du milieu universitaire comme du monde professionnel. Vous savez que c'est l'une des particularités de cette école. Alors j'ai vu en arrivant ici à Paris des visages heureux, bien sûr, et puis aussi un petit peu anxieux, me semble-t-il, et je voulais vous dire que c'est un sentiment tout à fait normal que j'ai moi-même partagé lorsque, en 1997, j'ai fait mon entrée à Sciences Po dans une école fort différente de celle d'aujourd'hui, puisque vous êtes plus de 1700, presque 1800 à faire votre rentrée cette année à Sciences Po. Une croissance absolument exceptionnelle qui est aussi le signe du succès de cette institution depuis des décennies. Alors notre travail avec les équipes qui m'entourent, ça va être évidemment que le bonheur reste et que l'anxiété disparaisse dans les semaines, peut-être même dans les heures, les jours qui viennent. Et je voudrais vous dire que pour ça, vous avez des équipes à Sciences Po tout à fait mobilisées pour vous soutenir et vous venir en aide tout au long de votre parcours. Je ne pourrai pas toutes les citer, mais permettez-moi un mot spécifique pour Jeanne Lazarus, la doyenne du collège universitaire, son adjointe, Marie Rassa, assise à côté d'elle, Kate Vivian, qui s'occupe notamment de la vie étudiante, et Anne-Solène Deroux, directrice de la formation initiale, et puis bien sûr les équipes des campus et leurs directeurs, que je salue à distance et que j'ai hâte de retrouver au Havre, à Dijon, à Menton, à Nancy, à Reims et à Poitiers. Alors je sais que ça fait déjà beaucoup de noms et de visages à connaître, mais je veux que vous ayez immédiatement une chose à l'esprit. Le voyage que vous commencez aujourd'hui sera une expérience intellectuelle, bien sûr, mais aussi une expérience profondément humaine. Il sera fait de rencontres, d'amitiés, de découvertes, et je vous le garantis, d'une certaine intensité. Sciences Po est bien sûr un parcours académique de haut niveau. Vous le savez d'ailleurs, vous êtes entré ici pour apprendre à travailler davantage, mieux et sur des objets plus difficiles. Claire, l'IA ne rend pas le travail que vous ferez ici moins nécessaire. Il me semble qu'elle élève, au contraire, le niveau de ce qu'on en est en droit d'attendre. Si une machine peut produire en quelques secondes un résumé correct, il devient d'autant plus important que vous sachiez, vous, étudiants de Sciences Po, faire plus et faire mieux. Lire un texte par vous-même, en saisir les nuances, repérer les présupposés, vérifier les sources, construire une démonstration, formuler une pensée qui soit réellement la vôtre. C'est le sens de la réforme du bachelor que nous avons portée avec Jeanne Lazarus et dont vous êtes les premiers cobayes, je n'ose pas le terme, mais en tout cas les premiers témoins et les premiers bénéficiaires, j'ai envie de dire, surtout. Une réforme qui est fondée sur un double aspect. D'abord, le renforcement de l'ambition intellectuelle déjà élevée que nous avions à Sciences Po par le renforcement des fondamentaux, notamment par exemple l'introduction d'un nouveau cours de lecture des grands textes de philosophie et de théorie politique, mais aussi le renforcement des capacités quantitatives, mathématiques, les cours d'écriture académique notamment, le renforcement aussi de votre niveau, que je sais déjà élevé, en langue étrangère. Et en même temps,
nous allons développer, aux côtés de ces capacités d'ambition intellectuelle, de sens de l'effort, de capacité à aller au fond des choses, votre créativité, votre agilité intellectuelle. Et c'est le sens notamment de ce que nous faisons ici autour de l'utilisation des arts dans le parcours pédagogique de Sciences Po. Alors, pour commencer cette année, je voudrais vous parler aussi de ce qui fait, à mes yeux, la raison d'être de cette maison de plus de 150 ans qu'est Sciences Po. Cela tient, à mon sens, en 3 mots, en 3 exigences qui se répondent et se nourrissent l'une l'autre. Le mérite, la vérité, la liberté. Alors commençons par le mérite, qui me vaudra, dès que nous mettrons ce discours en ligne, des remarques sur le fait que je devrais retourner en première année prendre le cours de sociologie. Il existe aujourd'hui une curieuse gêne, pardon Jeanne, de cette référence à la sociologie qui est taquine mais bienveillante. Il existe aujourd'hui une curieuse gêne autour des mots de sélection, d'excellence ou de mérite. Je n'en ai pour ma part aucune. Sciences Po est une institution sélective, plus encore aujourd'hui qu'il y a 25 ans, et je dois le dire, comme je le dis souvent à nos anciens, sans doute je n'aurais pas pu être à votre place vu le niveau de sélectivité de l'institution dans laquelle vous êtes entrés. Nous avons publié vendredi, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, les statistiques dans le rapport d'admission, et ils témoignent d'un niveau encore plus élevé cette année de la cohorte qui nous rejoint. Félicitations, en partant d'un niveau déjà extrêmement élevé l'an dernier, puisque presque 40% d'entre vous ont obtenu le bac avec les félicitations du jury, soyez-en félicités, les autres ayant également un niveau extrêmement élevé. Alors Sciences Po n'est pas l'école d'une élite entendue comme une caste qui se reproduirait à l'identique et se réserverait des positions de pouvoir. Sciences Po est bien une école du mérite. Si vous êtes ici, c'est donc que vous avez gagné votre place au terme d'un processus extrêmement exigeant. Quelle que soit votre origine géographique ou sociale, quels que soient les revenus de vos parents, ce sont d'abord votre travail, vos efforts, votre curiosité, votre capacité à progresser et votre motivation qui vous ont conduit jusqu'ici. Alors je le dis aussi, cela ne veut pas dire évidemment que nous ignorons les inégalités. Les sciences sociales nous apprennent, au contraire, à en mesurer la force, le poids des héritages, des réseaux, les conditions matérielles d'existence nourrissent évidemment des inégalités scolaires. Mais constater des déterminismes ne signifie pas proclamer une assignation. Car si nous finissons par croire que chacun n'est que le produit de son origine, si chaque réussite pouvait être réduite à un privilège antérieur, alors l'idée même d'éducation perdrait une grande part de son sens. Une université qui ne croit plus à la capacité des individus à dépasser ce dont ils ont hérité finirait au fond par ne plus croire en sa propre mission. Et quel monde triste qui s'en tient aux seules corrélations, sans jamais voir qu'elles ne sont pas nécessairement des causalités et encore moins des fatalités. Permettez-moi ici une boutade, car il m'arrive pendant l'été de lire des papiers scientifiques. J'en ai lu un assez intéressant de l'INSEE l'autre jour, qui indique que la taille est un facteur extrêmement déterminant de la réussite sociale et personnelle. Alors vous voyez où je veux en venir. Si je m'étais tenu avec 1,68 m à des considérations sur la fatalité de cette corrélation, vous imaginez bien que ma vie aurait été différente. Et c'est précisément pour cela que nous sommes si attachés ici à l'égalité des chances. Rien n'est écrit d'avance. Elle ne consiste pas, cette égalité des chances, à réduire ou à diminuer l'exigence. Elle consiste à permettre à davantage de jeunes de s'y satisfaire. C'est tout le sens, depuis 25 ans, de la politique sociale menée par Sciences Po, qui passe notamment, mais pas uniquement, par les conventions d'éducation prioritaire. Élargir le vivier dans lequel nous allons chercher les talents sans jamais abaisser le niveau d'ambition et d'attente vis-à-vis de ceux-ci. Je veux d'ailleurs saluer le fait que la réforme des admissions que nous avons mis en place il y a 2 ans nous a permis d'accroître simultanément le niveau de sélectivité de Sciences Po et le niveau d'ouverture sociale. Dévaloriser le mérite est un luxe que les enfants de milieux populaires ne peuvent pas se permettre, et croyez-moi, j'en parle en connaissance de cause. Pour celles et ceux qui n'ont ni réseau, ni patrimoine, le travail, l'école
et la reconnaissance du mérite reste parmi les plus importants et les plus puissants instruments d'émancipation. Mais il existe un second écueil, je veux le dire aussi, symétrique du premier, croire que le mérite serait la fin de l'histoire. Comme si, une fois admis ici, vous aviez acquis à 18 ans, 17, 16, 15 même, je crois, pour un ou deux d'entre vous, une sorte de droit de tirage sur les positions les plus enviables de la société. Ce discours-là, vous ne l'entendrez jamais de ma bouche. Votre admission n'est pas un titre de noblesse, votre diplôme ne sera pas une rente. Être à Sciences Po vous offre des possibilités, cela vous donne surtout des responsabilités. Je le dis d'autant plus simplement que beaucoup de jeunes, probablement tout aussi talentueux et motivés que vous, auraient rêvé d'être à votre place. Cette chance doit vous donner non pas de l'orgueil, mais de l'humilité, non pas un sentiment de supériorité, mais le désir d'être à la hauteur. Le mérite ne suffit toutefois pas à définir ce que vous êtes venu chercher ici. Cela m'amène à un deuxième mot, la vérité. Le mot peut sembler solennel, je l'emploie pourtant sans détour. À Sciences Po, vous allez apprendre à chercher la vérité, non pas parce que nous prétendrions la posséder, mais précisément parce qu'elle n'est jamais donnée d'avance et qu'il faut du travail pour s'en approcher. Il existe une différence entre une opinion et une démonstration, entre une intuition et un résultat établi, entre une conviction et une connaissance éprouvée. L'université commence par cette distinction. Elle n'a rien d'autoritaire. Elle est au contraire la condition même du désaccord rationnel. Bien sûr, tout savoir est produit quelque part par des femmes et des hommes dans des institutions à une époque donnée. Les sciences sociales nous ont là aussi appris à ne jamais oublier ces conditions de production. Mais de là ne découle nullement que toute vérité serait relative au point de vue de celui qui parle, ni que toutes les affirmations auraient la même valeur. La vérité n'est pas le résultat d'un système de domination. Bruno Latour, qui eut une influence majeure pour le développement intellectuel et scientifique de Sciences Po, puisqu'il en a été le directeur scientifique pendant bien des années, et que l'on a parfois caricaturé en penseur du relativisme, s'en inquiétait dès 2004 dans un texte au titre très explicite « Why has critique run out of steam ?» Il constatait que les instruments de la critique, conçus pour dévoiler les conditions sociales de production des faits, pouvaient être retournés par les climato-sceptiques pour mettre en doute l'existence même de faits scientifiquement établis. La leçon est importante. Montrer comment une connaissance est construite ne signifie pas qu'elle est arbitraire. La critique n'est pas d'autant plus intelligente qu'elle dissout davantage le réel. Si nous renonçons à distinguer le vrai du faux, le probable de l'improbable, le démontré de l'affirmé, alors nous nous désarmons face au complotisme, à la désinformation, au climato-scepticisme et demain aux productions artificielles les plus convaincantes de l'IA. Assumer cette exigence signifie accepter de s'exposer avec des thèses, des analyses et des savoirs qui parfois nous dérangent. C'est heureux car vous n'êtes pas là pour entendre seulement ce en quoi vous croyez déjà, ce avec quoi vous êtes déjà d'accord. Vous êtes ici pour rencontrer des pensées qui vous déplaceront, vous irriteront parfois et peut-être vous feront changer d'avis. C'est l'un des grands privilèges de la vie universitaire. En revanche, je veux insister sur le fait que nos enseignants ne confondront jamais ce devoir de déranger vos certitudes avec un discours de nature politique. C'est tout le sens du principe cher à Max Weber de neutralité axiologique auquel nous sommes collectivement attachés. Il y a un lieu pour l'engagement et la conviction, la cité, le débat public, la vie associative et politique, et il y a une exigence propre à l'amphithéâtre, celle de la démonstration, de la méthode, de la contradiction et de l'honnêteté intellectuelle. Les deux mondes communiquent naturellement, mais ils ne doivent pas se confondre. J'en viens à un autre danger, confondre l'esprit critique et ce que j'appellerais l'esprit de critique. L'esprit critique est une méthode, l'esprit de critique peut devenir une posture. Le premier examine, compare, doute, vérifie. Le second risque de finir par soupçonner, disqualifier, déconstruire mécaniquement tout ce qui existe. Le véritable esprit critique suppose une honnêteté parfois inconfortable, soumettre ses propres certitudes aux faits et à la contradiction. Il est toujours plus facile d'identifier les angles morts chez les autres que chez les siens, et c'est bien sûr ce à quoi vous devez d'abord vous attacher. Cette exigence sera particulièrement importante dans l'année qui s'ouvre et dont vous savez qu'elle sera marquée pour notre pays par des échéances politiques, électorales importantes dans lesquelles la nécessité du débat rationnel et civil seront plus importantes que jamais.
Vous entendrez donc ici des personnes avec lesquelles vous serez profondément en désaccord. Ce n'est pas un dysfonctionnement de l'université, c'est l'université. Le droit à la parole ne commence pas là où finit votre accord et la contradiction n'est pas une agression. Albert Camus écrivait en 1946 « Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison. Gardez cette phrase en tête. Le meilleur service que vous puissiez rendre à vos convictions est de les rendre assez solides pour supporter la discussion. » J'en viens enfin au troisième mot, peut-être le plus important, la liberté. Avant de s'appeler Sciences Po, notre école s'appelait l'École libre des sciences politiques. Ce nom, choisi en 1872, dit quelque chose de très profond de notre identité. Sciences Po est une école de la liberté, au double sens du terme. La liberté comme régime politique, elle a été instituée dans ce cadre-là, et la liberté comme faculté individuelle de penser, de parler et d'agir. Sciences Po n'a de sens que dans une société où l'on considère qu'il vaut mieux convaincre que contraindre, discuter que faire taire, argumenter qu'intimider. C'est pourquoi la liberté d'expression à Sciences Po est absolue. C'est pourquoi nous avons une vie associative, politique et syndicale extraordinairement riche, des milliers d'événements, une liberté d'expression, une liberté académique qui doivent être garanties pour tous. Mais la liberté, bien sûr, n'est pas la loi du plus bruyant. Elle ne donne à personne le droit d'empêcher les autres d'étudier, d'enseigner, de parler ou d'écouter. Elle ne donne à aucun d'entre nous le droit d'imposer son point de vue par la pression. On peut contester une conférence, on ne peut pas la faire taire par la force. On peut manifester contre une décision, on ne peut pas intimider ceux qui pensent autrement. On peut critiquer l'institution, on doit respecter les règles qui rendent possible notre vie commune. Notre responsabilité commune est de protéger ce cadre précieux qu'est Sciences Po, car ce cadre est la condition du pluralisme. Elle garantit, Sciences Po, que personne n'a à vérifier ou à se conformer à l'opinion dominante avant de prendre la parole, et qu'aucune majorité, réelle ou supposée, ne peut transformer le désaccord en faute morale. Cela vaut dans les amphithéâtres comme dans les couloirs et dans les boucles WhatsApp. Refusez les comportements grégaires et les procès d'intention. Essayez de connaître réellement celui avec qui vous êtes en désaccord. La bienveillance n'est pas une mollesse, et la gentillesse, un mot cher à Jeanne Lazarus également, n'est pas une faiblesse. C'est ce qui permet à une communauté diverse de supporter des désaccords forts sans se défaire. La liberté, enfin, est aussi une capacité d'agir. On dit parfois que Sciences Po est une école du pouvoir. Je préfère dire que c'est une école du pouvoir-faire. Comprendre une situation, décider, convaincre, organiser, transformer le cours des choses plutôt que simplement le commenter. Cela suppose aussi d'accepter de confronter la théorie à l'épreuve du réel. Raymond Aron racontait qu'à son retour d'Allemagne, au début des années 1930, il avait exposé à Joseph Paganon, alors sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, une brillante analyse sur la situation allemande. Celui-ci l'avait écouté avant de lui poser une question très simple. « Et vous, si vous étiez à ma place, que feriez-vous » Aron reconnaissait avoir été beaucoup moins brillant dans sa réponse. Cette question, disait-il, ne l'avait ensuite jamais quitté. Nous ne voulons pas ici former des commentateurs, mais des femmes et des hommes d'action. Je trouve la leçon de Aron profondément science-piste, si vous me le permettez. Comprendre le monde ne suffit pas. Il faut aussi se demander ce que l'on peut y faire. L'action oblige à tenir compte des contraintes, à hiérarchiser les priorités, à mesurer les conséquences et souvent à choisir entre plusieurs situations imparfaites, ce qui permet, me semble-t-il, de se tenir à distance des postures absolutistes ou intransigeances. Non pas, bien sûr, renoncer à ces principes, mais se demander comment les traduire dans le réel. C'est pour ça aussi que nous devons, ici à Sciences Po, étudier des objets qui parfois nous angoissent, voire nous répulsent. J'ai parlé de l'intelligence artificielle, je pourrais également parler du climat. Si nous ouvrons cette année, ce sera la rentrée dans quelques jours, une nouvelle école au niveau de master, l'école du climat, avec une concentration importante, la concentration adaptation. Ce n'est pas parce que nous renonçons à tenter de lutter contre le changement climatique, c'est parce que nous savons que dans la vie réelle, l'adaptation sera aussi nécessaire. Il en va de même de la guerre. Permettez-moi de citer, comme je le fais régulièrement, Hérodote.
Nul homme n'est censé ne peut préférer la guerre à la paix. En temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères. En temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils. Pourtant, Hérodote étudie la guerre, un objet qu'il déteste, rejette. C'est ce que nous faisons ici également, en essayant de comprendre ce que sont les grandes fractures géopolitiques, internationales, les raisons pour lesquelles les conflits se multiplient, et c'est la raison pour laquelle nous venons d'ouvrir un nouveau centre de recherche dédié à la question de la sécurité internationale et des conflits. C'est précisément ce dont nous avons besoin face au dérèglement climatique, face au dérèglement géopolitique, le fait de pouvoir les étudier librement, de former ici des esprits capables de penser librement également, et parfois radicalement, mais aussi être capables de passer à l'action. C'est cette liberté-là, la capacité d'agir avec lucidité et responsabilité, que Sciences Po doit vous aider à acquérir. Je voudrais, avant de conclure, ajouter un dernier mot sur la maison que vous rejoignez. Sciences Po est extrêmement ouverte sur le monde. 45% des étudiants de Sciences Po sont étrangers. Peu d'institutions françaises accueillent autant d'étudiants internationaux, organisent autant d'échanges, sont ouverts également à d'autres cultures académiques et intellectuelles. C'est l'une de nos très grandes forces. Mais Sciences Po n'est pas seulement une institution située en France. C'est une institution universitaire française. On y allie la rigueur et la créativité, la capacité d'analyse et les outils de la recherche, l'histoire et les mathématiques. Et c'est ce mix très particulier, ce mélange unique et spécifique qui vous guidera dans les mois et les années qui viennent. Alors profitez aussi du fait d'être dans ce beau pays qu'est la France, de visiter, pour ceux qui sont dans nos régions à Paris, l'environnement qui vous entoure, vous imprégnez de ce pays qui est le nôtre. Et puis, pour les étudiants étrangers en English Track, prenez le temps d'apprendre aussi cette belle langue qu'est le français. Le mérite qui vous a ouvert cette porte et que vous deviez continuer à cultiver, la vérité comme exigence envers vous-même, la liberté comme régime commun à protéger et comme faculté individuelle à exercer pleinement. Voilà au fond ce que je souhaite placer sous le signe de votre première année à Sciences Po. Profitez pleinement de la chance d'être là. Forgez des amitiés et surtout suivez le conseil de Stefan Zweig dans Le Monde d'hier. Admirez-vous les uns les autres. Sciences Po va devenir votre maison, non seulement pour 2, 3, 5, 6 ans parfois, mais pour une grande partie de votre vie. Vous allez y rencontrer des personnes passionnantes, souvent très différentes de vous, et presque toujours remarquables. Certains deviendront des amis pour la vie. En cette première heure du nouveau chapitre de votre nouvelle vie, je voudrais vous dire que vous avez toutes les raisons d'être confiants et que nous serons là pour vous accompagner dans ce chemin. Nous sommes ici pour vous et que l'aventure commence. Merci beaucoup.